Aujourd'hui, on a des tonnes d'infos vraiment passionnantes sur les animaux. Et certaines d'entre elles sont tout simplement... Sincèrement, j'ai été choqué par ce que Steve a trouvé. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Les boucs sauvages sont des créatures fascinantes. Vous avez sûrement vu des photos de ces boucs se tenant sur des rochers escarpés. Vous vous êtes sûrement posé deux questions. Comment ils sont arrivés là et pourquoi? Eh bien, aucun prédateur ne suivra un bouc sauvage sur des rochers aussi escarpés. Et s'il trouve des plantes en chemin, il peut se faire un petit casse-croûte. Les rochers contiennent également du sel et d'autres minéraux utiles. Les boucs de montagne les lèchent quand ils montent en altitude. Mais la question est de savoir comment ces animaux, qui ne sont pas franchement petits ni légers, peuvent réussir de telles acrobaties. Le secret réside dans leurs sabots, qui sont à mi-chemin entre les sabots durs des chevaux et les pattes douces de certains pumas. Il s'agit en fait de deux orteils, chacun comportant un bord dur et une semelle souple. Lorsque ces animaux marchent sur un terrain escarpé et rocheux, les irrégularités de la roche s'enfoncent dans la partie molle. La semelle épouse la forme des bosses qui sont ensuite recouvertes par le bord dur. Ainsi, il est quasiment impossible que le sabot glisse. Le pied d'un bouc sauvage est presque collé à la roche. De plus, le bouc choisit avec soin l'endroit exact où il pose le pied. Malgré de légères différences dans la structure des sabots entre les différentes espèces de boucs de montagne, leur méthode d'escalade et de désescalade est à peu près la même. Tous ces boucs sont capables de gravir des surfaces presque verticales. Et bien sûr, les humains ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils ne mettaient pas à profit les compétences des boucs. Par exemple, on utilise des boucs de bas pour la randonnée, lesquels portent nos affaires. Ils n'ont pas besoin d'un chemin bien dégagé. Comme vous l'avez déjà compris, les boucs peuvent grimper presque partout. Mais les boucs ne sont pas les seuls à remettre en question notre connaissance de la physique. Les faucons cresserelles ont appris à faire du surplace presque aussi bien que les colibris. Mais les colibris sont minuscules et peuvent battre des ailes très rapidement, ce dont les cresserelles ne sont pas capables. Ils doivent donc faire usage du vent. Ils battent des ailes comme ils le font d'habitude, mais le mouvement vers l'avant est annulé par le vent contraire. Par conséquent, l'oiseau semble être coincé en l'air. C'est très drôle à voir. Le vol stationnaire des cresserelles ressemble beaucoup à un avion qui fait du surplace. De temps en temps, des vidéos de ce genre apparaissent sur Internet. On y voit un avion qui se fige tout simplement en l'air, violant toutes les lois de la physique. Mais en l'occurrence, c'est pour une raison différente. Il s'agit d'une illusion d'optique. La vitesse angulaire de l'avion et du conducteur qui filme la vidéo est la même par rapport aux arbres ou aux poteaux qu'on peut voir. Ça nous pousse à croire que l'avion est immobile en l'air. Que pensez-vous de poissons qui nagent? Non, pas à contre-courant, ça n'étonnerait personne. Le goby de Stimson a appris à nager verticalement le long des murs. Pourquoi pas? Comme son habitat d'eau douce est facilement perturbé, par exemple par une violente tempête, ce poisson a souvent besoin de remonter le courant pour se reproduire. Il y a des chutes d'eau sur son chemin, mais le goby grimpeur n'a peur de rien. Il a évolué pour surmonter des obstacles verticaux pouvant atteindre 30 mètres de haut. En termes de dépenses énergétiques, c'est comme courir un marathon pour un humain. Et vous savez comment le goby fait ça? Avec sa bouche. Ce poisson de 2,5 cm de long utilise des ventouses situées dans sa bouche et sur son ventre pour grimper sur les rochers. Steve a découvert que les jeunes gobies orientent délibérément leur bouche vers le bas et se mettent à se nourrir uniquement d'algues afin d'acquérir la capacité d'escalader des surfaces verticales comme Spider-Man. Ce poisson-là n'est pas du tout un goby grimpeur. Vous croyez que ça va l'empêcher d'escalader un mur vertical? Mais non. Attendez un peu. Est-ce que ça veut dire que tous les poissons vont bientôt grimper le long des murs? Bon, je suis quelque peu rassuré par le fait que jusqu'à présent, ces poissons ne sont pas vraiment capables d'escalader quoi que ce soit en l'absence d'eau. Et ils ne peuvent pas faire apparaître de l'eau par magie. Contrairement aux lézards. Le diable cornu est un animal de la famille des Agamidae, qui a l'air incroyablement piquant, vit dans le désert et sait apprivoiser l'eau. Enfin, en quelque sorte. Même lorsqu'il n'a pas plu depuis plusieurs semaines et qu'il n'y a pas la moindre flaque d'eau, le diable cornu peut recueillir l'humidité. Il n'a même pas besoin de bouger. Son secret réside dans sa peau très particulière. Entre les pointes géantes, qui semblent être très piquantes, se trouve un subtil réseau de rainures microscopiques.
Elles permettent au lézard d'extraire l'eau du sable humide et de la rediriger directement dans sa bouche. Tout ce que le diable cornu a à faire pour obtenir de l'eau, c'est de se tenir au bon endroit. Et vous savez, c'est un phénomène qu'on a bien étudié. On appelle ça la capillarité. C'est ainsi que l'eau peut monter sans aide mécanique le long de la tige des plantes, simplement parce que les molécules d'eau sont attirées les unes par les autres et par les parois étroites. Alors que certains animaux dévient l'eau, d'autres peuvent supporter d'énormes pressions. Je ne surprendrai personne si je vous dis que les cachalots peuvent plonger jusqu'à 2 km de profondeur sans ressentir la moindre gêne. De plus, ces baleines doivent constamment refaire surface pour respirer, puis elles plongent à nouveau. Ça met le corps à rude épreuve. Si un humain plonge, ne serait-ce qu'à quelques mètres de profondeur, il ressent immédiatement une augmentation de la pression, à la fois sur le corps et sur les tympans. C'est pas une sensation agréable, et plus profond on plonge, plus la situation empire. Mais les cachalots le supportent très bien, alors qu'eux aussi sont des mammifères. Au diable la physique, ont dit les baleines, et elles ont appris à comprimer leurs poumons pendant la plongée pour que la pression ne les endommage pas. Leur cage thoracique pliable les aide également à éviter tout traumatisme. Une protéine spéciale permet aux baleines de stocker l'oxygène non seulement dans le sang, mais aussi dans les muscles. Pour éviter une accumulation excessive d'azote dans le sang et un accident de décompression, les baleines limitent en fait les échanges gazeux. C'est ainsi qu'elles survivent même à des plongées très profondes. Elles peuvent rester en toute sécurité dans les profondeurs où la pression écraserait même un sous-marin. Les baleines ont bien compris comment elles devaient évoluer. Maintenant, regardez ça. C'est un frelon oriental. Les scientifiques ont découvert qu'il possède la capacité unique d'absorber l'énergie du soleil. Il fonctionne littéralement à l'énergie solaire. Vous voyez la bande jaune sur son corps. Elle permet à l'insecte de capter les rayons du soleil et d'en extraire de l'énergie. Ça explique d'ailleurs pourquoi les frelons orientaux sont plus actifs les jours de grande chaleur. Quant à moi, je me sens toujours épuisé lorsqu'il fait chaud. Je ne suis donc certainement pas un frelon. Les parties jaunes du frelon contiennent un pigment peu connu appelé xanthoptérine. C'est en réalité une molécule capteuse de lumière qui la convertit en énergie électrique. Vous me suivez, pas vrai ? Les frelons convertissent la lumière du soleil en électricité. Quand on y pense, ces frelons ressemblent un peu à des panneaux solaires, sauf le design. Les scientifiques ont même estimé que le courant généré par un frelon pouvait atteindre 700 nanoampères. Enfin, je dois reconnaître que ni Steve ni moi n'y connaissons quoi que ce soit en électricité. Alors, à vous de voir ce que nous apprend cette information. Après les frelons générateurs d'électricité, je pensais qu'aucun animal ne pourrait me surprendre davantage aujourd'hui. Mais Steve m'a parlé du rat à crinière. Cet animal ressemble au croisement d'un putois et d'une brosse à chaussures. Mais ce qui est beaucoup moins amusant, c'est d'apprendre que le rat à crinière se recouvre le corps de poison. La nature n'ayant pas fourni de glandes à venin à ce rongeur, le rat à crinière mâche les branches d'une plante appelée Acocanthera skimperi. Il les mâche puis les recrache afin d'enduire d'une substance toxique les poils spéciaux de ses flancs. La fourrure du rat à crinière est spongieuse et très absorbante. Ce rituel d'enduisage fait du rat à crinière le seul rongeur toxique connu au monde. Les prédateurs qui décident de manger un tel rat finissent par en mourir. Et s'ils ont la chance de survivre, ils ne s'approcheront plus jamais d'un rat à crinière. Parce que le poison de l'Acocanthera skimperi est assez puissant. En Afrique, il est traditionnellement utilisé pour fabriquer des flèches empoisonnées, ainsi que pour tuer des animaux sauvages dangereux. En fait, la première fois que j'ai vu un rat à crinière, il m'a fait penser à un échidné, bien qu'il ne soit absolument pas apparenté. En parlant des échidnés, quelles compétences particulières possède cet animal ? Curieusement, l'échidné n'a pas peur du feu et ne cherche pas à le fuir. Il dort même dedans ? L'échidné est connu pour hiberner, ralentissant ainsi son métabolisme et abaissant sa température corporelle. Lors d'un incendie, il choisit un endroit sûr, protégé et caché, comme un tronc d'arbre creux ou un terrier souterrain. Et il roupille dedans. Le feu peut bien chauffer l'abri comme une fournaise, l'échidné s'en moque. Imaginez dormir pendant une catastrophe naturelle. Certains scientifiques pensent que c'est ainsi que l'échidné a survécu à l'impact de l'astéroïde qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Mais l'échidné tolère très bien les températures élevées. Cet animal peut survivre même à 59 degrés Celsius. Pas étonnant qu'il dorme pendant un incendie.
Que diriez-vous d'un lézard étanche qui ne peut pas se noyer? Catogecko amazonicus vit dans la forêt amazonienne et il est si petit qu'on dirait un trombone. Il fait 24 mm de long. Quand on est si petit, on a besoin d'avoir un atout dans sa manche. Comme une super peau recouverte de poils microscopiques qui empêchent l'eau de coller au gecko. Et si le gecko lui-même tombe à l'eau, il peut tout simplement courir à sa surface, parce qu'il est minuscule, léger et hydrophobe. C'est encore plus cool que le basilic commun qui court à la surface de l'eau à une vitesse incroyable. Mais j'ai été encore plus surpris d'apprendre que des oiseaux peuvent faire de même. Je parle du grèbe élégant et du grèbe à face blanche. Pendant la parade nuptiale, ils sprintent à la surface de l'eau à une vitesse d'environ 20 pas par seconde. C'est incroyablement rapide. En moyenne, les grèbes peuvent parcourir jusqu'à 20 mètres en 7 secondes. Sur l'eau. Mais c'est pas seulement la vitesse qui permet à ces oiseaux assez grands de rester à la surface. Leurs pattes sont assez larges pour frapper l'eau avec suffisamment de force pour supporter jusqu'à 55% du poids de l'oiseau. Imaginez, les grèbes ont évolué spécifiquement pour briser les lois de la physique et procéder à la parade nuptiale. Que ne ferait-on par amour? Les humains ne possèdent pas de telles capacités. Les plus rapides d'entre nous peuvent faire 5 voire 6 pas par seconde, mais c'est pas suffisant. Donc un humain qui tenterait de marcher sur l'eau échouera toujours quoi qu'il arrive. Pendant que les oiseaux s'entraînaient à courir, les humains amélioraient leur intelligence. Peut-être que bientôt on concevra un robot qui se déplace sur l'eau exactement de la même manière. On pourrait s'en servir pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des environnements inondés ou marécageux. Ou pour faire la course avec les oiseaux. On verra le résultat. À plus.